marcher un soir pour son histoire, marcher pour un devoir de mémoire, marcher sans les siens pour un meilleur lendemain, marcher vers les cruels déconvenus de l'enfer, marcher dans la boue, le dégoût de la terre, marcher à tort à travers la mort. Tel était le sort de ces hommes dans les profondeurs de l'horreur de la guerre. Dans la nuit, les éclats de rire, malgré la belligérance partant d'accalmie, se sont évanouis. Dans la nuit, les éclats de tir et les éclairs déchiraient le ciel, infligeant le feu d'artifice d'une défaite. Dans la nuit, sous la pluie, en plein orage, au rythme des tirs, les corps dansent. Au milieu de ce décor de désolation et du danger, au péril de leur vie, des hommes et des femmes s'arment de courage pour soulager la souffrance et la détresse des autres. Pour le meilleur et maintenant pour le pire, face à des gueules cassées. Comment garder le sourire, ce petit baume au cœur, quand on ne sait que dire? Dans les champs, à perte de vue, à l'aube, dans le silence, une blancheur accroît. Dans les champs à perte de vue, à la rosée du matin, pousse une multitude de croix. La tragédie des destins et ses stigmates. Il est aujourd'hui une tragédie. Il est une douleur aussi grande, celle de l'oubli, du jour férié, de la fin des hostilités sans effleurer les esprits. L'estime indigne des hommes de l'au-delà tombés au combat. Les oubliés de notre passé. Un soldat s'est écroulé son journal à la main. Un soldat s'est écroulé et son cœur s'ouvre. Le journal d'un soldat, l'enfer de cette guerre sur cette terre. Merci. Merci à Marie-Agnès Suivant de nous avoir lu le poème intitulé « Le journal », extrait de son recueil de poésie « Ballade mélancolique sous les tropiques ». Et maintenant, nous allons passer à la troisième et dernière partie. Troisième partie, la fin d'un grand chirurgien, une œuvre inachevée, mais une importante postérité. Après l'armistice du 11 novembre 1918, Maurestin n'est pas démobilisé. Continuant inlassablement à prodiguer des soins à ses patients, il est sollicité par Georges Clemenceau, président du Conseil. Le père de la Victoire, par l'intermédiaire du gouverneur militaire de Paris, lui demande de choisir 5 mutilés de la face qui devront être présents au traité de paix de Versailles, afin de mettre l'Allemagne vaincue face à ses responsabilités dans cette guerre. Maurestin s'acquitte de sa tâche au Val-de-Grâce, où 200 mutilés du visage s'y trouvent encore en traitement. Ouvrez les guillemets. Son choix se porte sur l'un des plus anciens blessés de son service, hospitalisé depuis plus de 4 années, Albert Jugon, mobilisé en août 1914 dans le 1er régiment d'infanterie coloniale, blessé en Argonne au début de la guerre. La moitié de son visage et de sa gorge avait été emportée par un éclat d'obus. Étant l'un des premiers blessés maxillofaciaux à être admis dans le service du Val-de-Grâce, Jugon connaissait ses frères de souffrance. Le médecin le chargea donc de compléter la délégation destinée à assister aux cérémonies de signature. Il désigna alors 4 autres gueules cassées que l'on retrouve sur le document. De gauche à droite,
Eugène Hébert, Henri Agoguet, Pierre Richard et André Cavalier, tous fantassins appartenant le plus souvent à des unités de choc. Ceci est un extrait de l'exposition en ligne Les gueules cassées de la Bibliothèque interuniversitaire de médecine Paris-Descartes. Malheureusement, entre-temps, l'épidémie de grippe espagnole, qui commence à faire des ravages en Europe et dans le monde avant la fin de la guerre, a atteint Paris. Et Maurestin fait partie des dizaines de milliers de victimes qui sont affectées dans la capitale par la peste grippale, qu'on appelle aussi la peste pulmonaire. Le 12 février 1919, il succombe à son domicile, 1 square Moncey, dans le 9e arrondissement de Paris. Il n'a pas 50 ans. C'est la consternation chez ses patients et dans son équipe médicale. Le bulletin de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, établi par l'officier d'administration principal gestionnaire, écrit dans la colonne « Désignation de la maladie », pneumonie. Maurestin a donc été mobilisé sous les drapeaux jusqu'à son dernier souffle. Dans son feuillet du personnel au service de santé, il est écrit dans la rubrique « Campagne », je cite, « Contre l'Allemagne, du 28 décembre 1914 au 12 février 1919 ». Dans les jours qui suivent son décès, les revues médicales lui rendent de vibrants hommages, ainsi que plusieurs journaux de l'époque. Les obsèques et l'inhumation ont lieu le 15 février à midi à la chapelle du Val-de-Grâce. Un émouvant et impressionnant cortège, composé notamment d'infirmières et de soldats défigurés, dont beaucoup en pleurs, accompagne son cercueil jusqu'au cimetière du Père-Lachaise. Maurestin meurt donc 3 mois après l'armistice du 11 novembre 1918, marquant la cessation définitive des hostilités et la reddition de l'Allemagne, et 4 mois avant la signature du traité de Versailles du 28 juin 1919, mettant fin officiellement à la guerre. Maurestin disparu, son œuvre a cependant un prolongement immédiat avec la présence de la délégation des 5 mutilés de la face à Versailles. Maurestin n'aura pas non plus l'occasion d'assister au fameux défilé de la victoire du 14 juillet 1919, sans doute le plus important défilé militaire de l'histoire française, auquel assistent 1 million de personnes et auquel participent en tête de cortège 1 millier de mutilés de guerre et certainement plusieurs mutilés faciaux. La postérité du médecin-major Maurestin ne s'arrête pas là. 3 de ses patients du Val-de-Grâce seront les fondateurs de l'Union des blessés de la face et de la tête, les gueules cassées, en 1921. Émile Picot, député de la Gironde qui en sera le premier président, Bien-Aimé Jourdain, le premier secrétaire général, et Albert Jugon, qui faisait partie de la délégation des grands blessés de la face à Versailles. Cette association d'entraide, de secours et d'accueil aux mutilés faciaux existe toujours et finance notamment des projets de recherche médicale. Enfin, et surtout, si Maurestin mérite d'entrer dans la postérité, c'est parce que ses nombreux travaux, procédés et méthodes opératoires feront faire un pas de géant à la chirurgie réparatrice et reconstructrice du visage. Elles poseront les bases de la chirurgie esthétique moderne que ses élèves et collaborateurs et d'autres médecins de France et d'ailleurs reprendront. En 1926, le docteur Thibault, dans son article « La lutte contre les rides », paru dans le journal Les Dimanches de la Femme, écrit « La chirurgie esthétique est née de la guerre. C'est à l'école du professeur Maurestin qu'elle se forma. Son but n'était d'abord que de réparer les pauvres blessés de la face. Quelques élèves de Maurestin élargirent leur domaine et mirent au service de la beauté les leçons qu'ils avaient reçues de leur maître. » Plus près de chez nous, le professeur français d'origine corse Laurent Lantieri, chirurgien plasticien de renommée mondiale et premier chirurgien à avoir effectué une greffe totale du visage en France, c'était en 2010, donne une conférence à Paris en 2013 sur la chirurgie de la face hier, aujourd'hui et demain. Voici ce qu'il nous dit. Et puis est arrivée la Première Guerre mondiale où il y a eu toutes ces gueules cassées qui étaient sur l'ensemble du territoire français et en Allemagne, mais beaucoup en France. Et c'est Hippolyte Maurestin, un personnage qui a été oublié par la suite, qui à l'hôpital du Val-de-Grâce a fait toutes ces reconstructions.